Et j'annonce que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du professeur Eric Adéossi. Professeur, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Vous êtes spécialiste en maladies infectieuses et PCA du CERNES. Vous êtes également enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et de la santé de l'Université de Niamey et surtout vous êtes président du comité de prise en charge du Covid-19 au Niger. Professeur, qu'est-ce qu'on entend par cas de Covid-19? Merci pour votre question. Je pense que c'est important qu'on explique à la population qu'est-ce que c'est le Covid-19. Les deux premières lettres, co, viennent du mot corona. D'accord? Et vi, c'est virus. Donc, c'est le virus, le coronavirus qui a été découvert en 2019. C'est pour ça qu'il y a le chiffre 19 dessus. Et le coronavirus, c'est un virus à ARN qui n'est c'est un virus à ARN. Donc, oui, c'est son matériel génétique. Il y a deux types de virus. Il y a les virus à ARN et les virus à ADN. Ça dépend donc du matériel génétique qu'ils ont. Donc, selon l'ARN et l'ADN, on différencie donc les deux types de virus. Et on parle de riposte à la pandémie. Qu'est-ce que c'est exactement? Merci encore une fois pour cette question. La riposte, c'est l'ensemble des mesures qui sont prises pour enrayer une épidémie. Le premier élément de la riposte, c'est de pouvoir détecter rapidement les nouveaux cas de maladie. C'est très important parce que ça permet, lorsqu'on détecte rapidement une maladie, d'empêcher sa propagation. Ensuite, il y a des mesures qui visent à limiter donc la propagation de la maladie une fois qu'elle a été détectée. Ces mesures consistent à mener souvent des investigations autour des cas malades selon le mode de transmission, voir quelles auraient été les personnes qui ont été possiblement contaminées. Et donc ça fait partie donc, des éléments de la riposte. Et dans le cas d'espèce ici, comme la transmission se fait par voie aérienne, c'est de voir les personnes qui ont été très en contact avec notre patient, le patient malade, et de mettre ce patient suspect, l'isoler du reste de la communauté, ce qu'on appelle le confinement. Je pense que voilà un peu ce que c'est. Et justement, à la date d'aujourd'hui au Niger, combien de cas sont confinés? Je pense que le nombre de patients confinés, nous en avons un peu moins de 3000 qui sont en confinement actuellement sur l'ensemble du pays. Et comment expliquez-vous qu'on ait de 3000 personnes confinées à la date d'aujourd'hui? Oui, c'est expliqué souvent par déjà le mode de transmission du virus. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un virus qui est transmis par voie aérienne. C'est transmis par les gouttelettes que l'on émet lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue ou lorsqu'on parle très fort. Et ces gouttelettes peuvent être projetées pendant qu'on est en train de parler, mais c'est vrai que la distance de projection ne dépasse pas 1 mètre. Et donc vous voyez que toute personne qui aurait pu être en contact d'un patient qui est vécu avec lui, c'est un patient potentiellement à risque. Donc tout cet entourage, normalement, doit se retrouver en confinement. Mais à quel moment on décide de mettre un suspect en confinement? Oui. Un peu dans le langage médical, on met ce qu'on appelle les contacts de premier degré. C'est-à-dire les gens qui ont été très en contact, un contact rapproché avec le patient. Voilà. Et à quel moment on sort de ce confinement? Oui, ça c'est très important de connaître pour comment on sort de ce confinement. Ça dépend en fait de la période d'incubation donc du virus. Pour nous, la période d'incubation, c'est la période qui sépare le moment où le virus rentre de l'apparition des premiers signes donc, de la maladie. Le temps d'incubation que l'on considère le plus éloigné, c'est 14 jours. Donc, on met cette personne suspecte, on l'isole pendant 14 jours, en attendant de voir si elle va développer les signes ou pas.
Normalement, si après les 14 jours, elle ne développe pas les signes, on peut la sortir du confinement. Aucun test, rien du tout. L'idéal aurait été de faire un test après les 14 jours sûrement. Mais normalement, après les 14 jours, quand on ne développe pas des signes, c'est qu'on ne va pas développer de maladie. D'accord. Voilà. D'accord. Et autre aspect qui intéresse beaucoup les observateurs, c'est la question de la guérison. À ce jour, combien de cas guéris avons-nous au Niger? Oui. Actuellement, nous avons 110 patients qui sont sortis d'hospitalisation, tant à Niamey qu'à Maradi et à Zender, donc qui ont eu une amélioration clinique, mais que nous continuons à surveiller. Voilà. Surveiller, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons mis en place des équipes mobiles de jeunes médecins qui se sont répartis Niamey et ils rendent visite à ces patients pour voir s'ils continuent à respecter les méthodes de confinement et pour continuer à les surveiller à la maison. Voilà, c'est-à-dire que quand une personne est guérie, malgré tout, elle reste en confinement pendant 2 semaines. Oui, Et pourquoi? Oui, nous préférons en fait garder ces mesures de confinement, ce sont des mesures de précaution pendant 2 semaines. Vraiment, c'est pour être sûr qu'on a cassé la chaîne de transmission. Je pense que c'est un élément très important. Et ce que nous recommandons maintenant de plus en plus aux patients qui sont sortis de l'hôpital, c'est de garder le masque le plus longtemps possible. Pas seulement parce qu'on a peur qu'ils contaminent, plutôt pour les préserver donc d'une recontamination. D'accord. Et combien de tests avez-vous effectués à la date d'aujourd'hui et quel est le taux de tests positifs? Voilà. À la date d'aujourd'hui, nous avons eu 2435 tests et dont 627 positifs, ce qui revient à peu près à un quart de taux de positivité de nos tests. Est-ce qu'il est possible, après guérison, de recontracter la maladie? C'est une très bonne question. À l'heure actuelle, il est très difficile de répondre à cette question. Il semblerait que si. Il y a des études qui sont en train d'être menées qui pourraient nous permettre de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui se passe quand on est infecté? Quand on est infecté, l'organisme réagit en sécrétant des produits que nous on appelle anticorps en médecine. Et ces anticorps sont là pour lutter contre l'infection. Donc, quand on a une maladie et qu'on appelle immunisante, c'est-à-dire pour lesquelles on ne reçoit pas de maladie, c'est que les anticorps qui sont produits sont des anticorps protecteurs. Et là, on ne sait pas si les anticorps produits au cours donc, de cette infection sont des anticorps protecteurs ou non. Donc il y a une étude, d'ici la fin du mois, je crois qu'on en saurait beaucoup plus sur la possibilité de refaire l'infection. D'accord. Vous êtes président du comité de prise en charge du Covid-19 au Niger. Est-ce que le protocole de prise en charge qui a été instauré vous en tirez satisfaction? Oui, c'est sûr que nous avons adapté notre protocole de prise en charge sur, d'une part, les recommandations de l'OMS, et ces recommandations sont basées essentiellement sur ce que l'on appelle en médecine le traitement symptomatique, c'est-à-dire le traitement des symptômes, diminution, faire tomber la fièvre, si la personne a des problèmes respiratoires, c'est l'assister sur le plan respiratoire, apporter un confort de vie. À ce protocole de prise en charge de l'OMS, nous avons quand même décidé aussi de mettre en place des thérapeutiques un peu innovantes dont vous avez entendu parler, notamment par un protocole donc, qui a été développé par l'Université de Marseille. C'est-à-dire que nous, nos patients, sont sous chloroquine ou hydroxychloroquine au niveau donc, de tous les types de prise en charge. Est-ce que la chloroquine est efficace en tant que mesure préventive? Oui, en fait, vous savez qu'actuellement, en médecine, on part sur des bases factuelles, sur des preuves. Actuellement, il n'y a aucune donnée qui nous permet de dire que la chloroquine permet donc de prévenir l'infection à coronavirus. Et je veux profiter vraiment de votre question justement pour interpeller un peu la population. Nous avons vu que les gens sont en train de prendre la chloroquine
pour essayer de prévenir. Il n'y a vraiment rien qui prouve que ça permet de prévenir l'apparition de la maladie. D'accord. Et on vous reproche du retard pour répondre aux appels pour investigation des cas qui présentent des signes. Pourquoi ce retard? Oui, c'est vrai que c'est un reproche qui est bien fondé. C'est une nouvelle affection qui est arrivée, qui est venue éprouver notre système de santé. Et ça nécessite en fait une logistique que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser. Vous savez, c'est pratiquement la seule maladie pour laquelle on vous demande de ne pas aller à l'hôpital, mais quand vous avez des signes, de rester à la maison. Donc ça nécessite qu'on mette en place des équipes mobiles qui doivent se déplacer pour aller voir les patients. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse tout pour pouvoir multiplier et mieux organiser donc nos équipes qui vont faire le prélèvement. Je pense que depuis le début de l'épidémie à maintenant, il y a eu quand même de gros progrès qui ont été faits en ce sens. Malgré tout, vous avez quelques problèmes quand même au niveau de la prise en charge. Quels sont-ils? Ah oui, ça, le problème, ça ne manque pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle maladie qui est venue éprouver nos systèmes de santé. C'est une maladie qui est venue nous rappeler qu'il faut respecter les précautions standards pour tout patient. Mais qu'en plus de ces précautions standards, il faut rajouter des précautions donc de la transmission aérienne. Et donc, nos systèmes n'étaient pas prêts. On n'avait pas, par exemple, assez de masques, on n'avait pas assez de matériel, d'équipements, donc de protection individuelle, donc pour sécuriser les soignants. Parce que vous savez qu'une des grosses cibles de cette maladie, c'est quand même les soignants qui ne prennent pas de précautions avant d'examiner un patient. Et ces soignants, eux aussi, peuvent après retransmettre à d'autres patients quand ils ne prennent pas donc les précautions, sans oublier qu'eux-mêmes aussi peuvent tomber malades et donc diminuer le nombre de, si vous me permettez le terme, soldats, donc pour lutter contre cette infection. Et donc vraiment, nous aimerions avoir plus de matériel. Et ce matériel, ce n'est pas qu'il nous a été refusé, c'est qu'il y a même une disponibilité au niveau international, parce que c'est une pandémie, et tout le monde en fait veut s'approprier, tout le monde veut acheter ce matériel. Des fois, même avec votre argent, vous n'arrivez pas à en avoir. Un autre grand problème qu'on rencontre, c'est que c'est une affection qui touche les poumons. Et donc un des problèmes, c'est l'asphyxie. Et on a donc besoin de beaucoup d'oxygène et des appareils qui permettent de suppléer les poumons quand ils sont malades, qu'on appelle les respirateurs. Et là aussi se pose le même problème de disponibilité de ces machines au niveau international. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord, nous avons déjà parlé de la distanciation. Là, en quoi le port de la bavette peut prévenir la maladie? Oui, pour comprendre pourquoi on est obligé de porter donc le masque, il faut comprendre les modes de transmission. Tout à l'heure, je vous ai dit comment ça se transmettait, donc par les gouttelettes. Et donc, quand le patient porte un masque, il ne peut plus émettre les gouttelettes, enfin, ça ne va pas très loin. Donc, ça reste dans le masque. Maintenant, quand on ne sait pas qui est malade et qu'on se promène dans la rue aussi, on peut tomber sur quelqu'un qui est malade, soit qui est en incubation, c'est-à-dire où il n'a pas encore de signes, mais il a le virus, soit que c'est un porteur asymptomatique de la maladie. Donc, si on porte un masque en contact de cette personne, si elle tousse ou bien qu'elle parle, on a très peu de chances donc d'avoir le virus dans ses voies aériennes. D'accord. Dernière question, professeur. Quel est le test que vous utilisez pour la détection du Covid-19 et quelle est sa fiabilité? Le test utilisé, c'est un test de biologie moléculaire. C'est un test qui permet de mettre en évidence une partie de l'ARN. Donc une partie spécifique de l'ARN dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est un virus à ARN. Donc ce test permet de mettre en évidence l'ARN, qui est le matériel génétique du virus. Donc c'est un test qui est hautement fiable. Mais sa fiabilité est conditionnée par des événements extérieurs, tels que la qualité du prélèvement. C'est un prélèvement qui se fait au niveau, donc, on met un écouvillon
au niveau du nez et on doit l'enfoncer assez profondément pour toucher la paroi postérieure du pharynx. Et donc quand le prélèvement n'est pas bien fait, il n'est pas assez profond, on peut faire le prélèvement et ressortir sans virus, alors que le virus est là. Donc vous voyez, c'est un des écueils. Ou bien quand on fait le test très tôt, avant que le virus soit dans le nasopharynx, mais commence à se multiplier dans le nasopharynx, ça peut fausser les résultats. Et quand on fait parfois aussi le test très tardivement, c'est possible parce que le virus, après avoir cette multiplié dans le nasopharynx, il descend dans les poumons. Donc on peut ne pas les avoir. Donc c'est ça les écueils à la fiabilité du test, mais sinon techniquement c'est un test qui est hautement fiable. D'accord. Quelques conseils d'usage peut-être, professeur? Je pense que c'est le conseil que vous prodiguez, je crois, tous les jours. C'est très important la distanciation sociale, il faut que les gens la comprennent, d'accord? Et ce que nous on voudrait, c'est vraiment une adhésion de la population face à ces mesures-là. Il est très important de respecter la distance de 1 mètre, comme on l'a dit. Donc on comprend pourquoi. Parce que les produits de sécrétion ne dépassent pas 1 mètre. Donc quand vous êtes devant quelqu'un, vous ne savez pas s'il est malade ou pas, mieux vaut ne pas trop vous approcher de cette personne. Le port du masque, je vous ai expliqué en quoi c'est très très important de le faire. Mais il y a une mesure barrière aussi très importante dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est se laver régulièrement la main avec du savon, ou bien quand on a utilisé d'avoir le gel hydroalcoolique, d'utiliser. Pourquoi? Parce que quand un patient émet le virus, ça peut tomber sur les surfaces. Et donc en posant les mains dessus, on rapproche souvent la main de la figure sans s'en rendre compte. On peut favoriser donc la transmission du virus. C'est pour ça qu'on demande de bien se laver les mains, et ou au savon ou avec une solution hydroalcoolique. D'accord. Merci, professeur Eric Adéossi. Vous êtes spécialiste en maladies infectieuses, PCA du CERMES, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et de la santé de l'Université de Niamey et président du comité de prise en charge du Covid-19 au Niger. Merci pour toutes ces explications.